Démarrer notre audition. Alors nous voici, Madame la rapporteure, chers collègues, nous voici aujourd'hui donc réunis pour la troisième audition que consacre notre groupe aux risques psychosociaux et au harcèlement. Comme vous le savez, la première thématique de notre groupe de travail qui avait été lancée en septembre 2017 était spécifiquement consacrée aux conditions de travail à l'Assemblée nationale et au statut des collaborateurs parlementaires. Et la deuxième était axée sur le thème du handicap. Dans ce premier groupe de travail, le constat que nous avions alors effectué était assez simple. On ne connaît pas assez les collaborateurs parlementaires. À l'image de l'Assemblée, à l'image des fonctionnaires de l'Assemblée, vous travaillez dans l'ombre, vous êtes indispensable aux parlementaires, mais on ne sait pas toujours qui vous êtes ni ce que vous faites. Notre souci a alors consisté à aller vers une meilleure reconnaissance du travail des collaborateurs parlementaires. Un pas important a été franchi avec la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui a consacré votre fonction en prévoyant explicitement que les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. Le principe fondamental que l'on a ainsi consacré réside dans le fait que le député est l'employeur de ses collaborateurs et lui seul. Vous êtes employé par un député, non par l'Assemblée nationale. La même loi précise par ailleurs que c'est le député qui définit les tâches confiées à ses collaborateurs et on contrôle l'exécution. C'est sans doute là que réside un des paradoxes de votre situation. Si vous êtes soumis au droit commun du travail, vous travaillez néanmoins dans un cadre qui, à bien des égards, est dérogatoire du droit commun. Je pense au travail de nuit, aux horaires parfois harassants sur des périodes assez longues, à la pression médiatique que subissent les parlementaires et, par contre-coup, leurs assistants. Au 1er janvier 2019, d'après les chiffres que j'ai en ma possession, l'Assemblée nationale comptait 2004 collaborateurs, ce qui représentait 2064 contrats, puisqu'un collaborateur peut cumuler plusieurs contrats. Si 673 collaborateurs étaient à l'Assemblée nationale depuis moins d'un an, une majorité de contrats, 1204 contrats au 1er janvier, soit 58% du total, a commencé il y a plus d'une année, mais moins de 5 ans. Le chiffre le plus marquant qui m'a été rapporté est sans doute la durée moyenne d'un contrat de collaborateur depuis le début de la législature, puisqu'elle est de 2 mois et demi. Et il est vrai qu'un des phénomènes assez importants relevés ces derniers mois est le turnover très important des assistants parlementaires depuis le début de cette législature. Même si certains départs peuvent être motivés par plusieurs causes, l'obtention d'un autre travail, le changement de député avec lequel un assistant travaillait jusqu'alors, etc., l'importance du nombre de départs est peut-être également le signe d'un malaise au travail et peut donc être appréhendé comme étant révélateur de risques psychosociaux qui touchent les assistants parlementaires. Quant au harcèlement, en attendant d'entendre la déontologue de l'Assemblée nationale sur ce sujet le 3 avril prochain, il fait malheureusement de temps en temps la une des journaux. Un éditorial sur ce sujet étant encore récemment paru dans Libération, je crois. De fait, il nous paraît important de vous entendre sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous accueillons aujourd'hui les représentants des 7 syndicats de collaborateurs parlementaires, à savoir Madame Mélodie Mock de la CFE-CGC, Monsieur Simon Desmarais de la CGT-CP, Monsieur Brian Sorana de la CFDT, Madame Laurence de Saint-Cernin de Solidaire Assemblée nationale, Madame Astrid Morne, de l'USCP-UNSA, Monsieur Michael Levy du NCPFO. Donc je vous précise dès à présent que lors de notre prochaine réunion, nous auditionnerons cette fois-ci les 4 associations de collaborateurs présentes à l'Assemblée nationale. Avant de vous entendre sur la manière dont vous faites face au RPS et au harcèlement, et également d'écouter les éventuelles pistes de réforme que vous pourriez proposer, je souhaiterais vous poser 2 questions. Sur les RPS, pensez-vous que la principale cause en soit la hausse de l'activité de l'Assemblée nationale, le nombre de textes examinés, la multiplication des missions d'information, etc., qui, de fait,
sollicitent davantage les parlementaires et donc leurs assistants? Ou pensez-vous que ce soit dû à un changement de comportement des parlementaires eux-mêmes, peut-être plus sensibles par exemple à la pression de la population et des médias, et qui donc estiment devoir toujours être en état de répondre, de réagir, ce qui vous affecte évidemment par voie de conséquence? Sur le harcèlement, estimez-vous que l'information dispensée en la matière, l'existence d'une référente, le rôle de la déontologue, est suffisamment connue? Et pouvez-vous nous dire si vos collègues, qui ont éventuellement eu affaire à elle, ont pu trouver auprès d'elle une solution à leurs difficultés? Je vous propose de vous laisser la parole à chacun pour une durée de 5 minutes environ. Compte tenu 5 minutes environ, compte tenu du nombre de syndicats présents, afin de recueillir vos points de vue, avant que Madame Maquet, rapporteure de notre groupe de travail, vous pose quelques questions. Ensuite, nous procéderons à des échanges entre les députés présents et vous-même. Oui, c'est bon, merci, j'ai la même feuille. Ah, non, ah oui, on commence par Michael Lévy. D'accord. Très bien, oui, c'est vrai que j'avais mal dit moque. Encore une fois, j'ai voulu faire preuve de galanterie. Ça fonctionne décidément pas du tout. Donc, on va faire peut-être un amendement dans toutes les lois sur la galanterie. J'essaye. Hein. Peut-être sur la troisième feuille, aurez-vous aussi mon nom, monsieur le président. Ah, ben voilà. Moi, je ne l'ai pas. Ouais. Aïe, je le laisse. Oui, Gonzague de Chanterac de la CFTC Parlement. C'est pas volontaire, hein. D'accord. Ce que je fais volontairement, c'est essayer d'être galant. Ça marche pas. Mais là, je n'ai pas fait volontairement. Hein, il n'y a plus de galanterie, voilà. Donc, je vais vous laisser la parole donc, à monsieur Michael Lévy pour la NCP-FO. Voilà. À vous. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, merci à vous de nous accueillir. On le répète, on est toujours ravis d'être entendus, écoutés, de pouvoir tous vous rencontrer et de faire un point sur ce qui se passe ici, point qui vient de la base de ceux qui fréquentent cette belle maison. Tout d'abord, pour répondre à vos questions, Monsieur le Président, sur les causes du RPS et l'éventuelle hausse du rythme de l'Assemblée, oui, de fait, cumulé au fait que justement il n'y ait plus de cumul des mandats. Il y a quand même un point là-dessus, le fait que maintenant les députés, a priori, ils sont que députés, et donc ils vivent leur mandat à plein temps. Donc les collaborateurs vivent leur métier à plein temps. Donc je pense qu'il y a un sujet là-dessus très important. Le turnover aussi et le nombre de départs prouvent que c'est un métier. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est un vrai métier. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait mettre ici telle personne pour peut-être des emplois de complaisance ou histoire de faire un secrétariat lointain. Non, c'est un métier. Un métier qui nécessite des compétences, qui nécessite peut-être un mental un peu plus sérieux. Donc le turnover fait que, oui, effectivement, on ne peut pas mettre n'importe qui. C'est un vrai métier comme dans n'importe quel autre métier. Peut-être un besoin de formation aussi. Un besoin de formation, mais des deux côtés. Du côté des collaborateurs ou aussi du côté des parlementaires. Je le répète, un député, il est député, mais il est aussi employeur. Et c'est fondamental. Et beaucoup de députés, l'inertie de l'Assemblée, le travail parlementaire, fait que parfois un député oublie qu'il est employeur et que l'intendance suivra. Or, pardon d'utiliser des gros mots, mais quand on se retrouve au prud'homme, l'intendance ne suit pas. C'est le député qui se retrouve et pas l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale ne se retrouve pas à côté du député. On l'a vu lors des fins de mandat l'année dernière. Le changement du comportement des députés, je nuancerais. J'avais la chance d'être là lors de la législature précédente. Je dirais, c'est mon ressenti, je l'assume, que les conditions de travail n'étaient pas mieux. Je dirais qu'elles étaient pires. Le cumul des mandats, les vieilles pratiques politiques font que le traitement des collaborateurs n'était pas mieux. Je dirais personnellement qu'il était pire. Après, effectivement, l'arrivée nouvelle d'un certain nombre de députés de tous les bords politiques fait que c'est pas forcément facile et qu'effectivement la restructuration de l'équipe de collaborateurs, plus ou moins maladroitement parfois, se fait assez régulièrement. Sur le harcèlement, est-ce que la référente harcèlement est connue? Oui, mais je dirais elle sera jamais assez connue. Voilà, jamais assez connue. Il faut que son nom, son contact soit diffusé le plus possible sur toute l'intranet de l'Assemblée, sur tous les documents, et même dans un certain nombre de mails assez régulièrement pour les collaborateurs, pour les députés ou même pour les fonctionnaires. Est-ce que c'est une solution? Oui, bien sûr. Imparfaite, toujours.
parce que la référente nous l'a dit, elle pourra pousser au maximum un collaborateur à porter plainte ou à libérer sa parole, elle ne pourra jamais faire plus et elle est tenue par son devoir de réserve. On aurait peut-être poussé à une solution plus formée, une personne peut-être formée pour ça. Alors, qu'importe, psychologue ou autre, ou qu'importe, mais on peut réfléchir à ça, même si c'est toujours une solution. Petite parenthèse sur les affichettes qui ont été mises l'année dernière, beaucoup de journalistes m'ont appelé en disant « mais est-ce que c'est suffisant ?» Oui, c'est très bien parce que quelque chose est fait. Il y a une action qui a été entreprise. Et c'est fondamental. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas vérifié, qu'importe. Ensuite, sur les solutions, pour le coup, très rapidement, moi je verrais 3 solutions rapides. Une formation RH management pour les parlementaires, tout simplement. Un député, comme je l'ai dit, il est aussi employeur, il doit apprendre à gérer son équipe. Beaucoup viennent de professions libérales, professions qui n'ont pas l'habitude de gérer des équipes, donc une formation me semble extrêmement importante. Ça peut passer pour les groupes politiques, ça peut aussi passer par la gestion du temps de travail, un chantier qu'on voudrait bien aborder dans les semaines ou mois à venir. Solution qu'on peut proposer, peut-être un dispositif de lanceur d'alerte, anonyme, pas anonyme, qu'importe. Lorsqu'on voit une situation conflictuelle, est-ce qu'on pourrait le rapporter à quelqu'un? Lorsqu'on voit quelque chose qui est clairement illégal, est-ce qu'on peut le rapporter? Type une offre d'emploi, une offre de stage qui ressemble très fortement à une offre d'emploi. Ça, pour le coup, je pense qu'on pourrait... ça met le parlementaire dans l'embarras, ça met le député dans l'illégalité, ça met l'Assemblée nationale dans une illégalité massive, à savoir d'héberger des députés employeurs qui ont des pratiques illégales. Enfin, et ça c'est un petit peu notre marotte, on le répétera toujours, l'entrée des inspecteurs du travail à l'Assemblée nationale, il nous semble... On sait qu'il y a un problème de droit, de séparation des pouvoirs, mais on n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Comment des employés de droit privé comme nous sont contrôlés administrativement? Point. C'est une question. On aimerait bien savoir. Est-ce qu'on fait partie des seuls salariés de ce pays à pouvoir exercer notre métier sans la moindre autorité administrative contraignante qui contrôle nos conditions de travail? Merci à vous. Merci, monsieur. Donc, Madame Mock, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous recevoir et de l'attention que vous portez à chaque fois à ces réunions. Pour répondre à vos 2 questions, est-ce qu'il y a tout ça a un problème par rapport à la hausse d'activité? Oui, il y a plus de sollicitations, c'est clair, avec les week-ends, le soir et compagnie, ça c'est sûr qu'il y a un impact direct. Est-ce qu'il y a un changement de comportement des députés? Alors moi aussi j'étais sous l'ancienne législature. Après, tout dépend des députés, en fait, en réalité. Après, il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Après, c'est vrai qu'il y a le premier mandat aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés en premier mandat, les députés, donc ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Donc ça a un impact. Et puis c'est vrai que le temps médiatique met une pression supplémentaire où à 6h, 7h ou 22h, 23h, on va nous appeler en disant là, il y a quelque chose qui sort, il faut qu'on contre-attaque. Les réseaux sociaux, c'est une pression supplémentaire qui était peut-être moins importante sous l'ancienne législature, ça dépend des députés, mais vraiment quand même moins forte. Et sur la référente harcèlement, alors moi je dirais que oui, elle est carrément presque pas connue. C'est-à-dire que, alors que pourtant elle est accessible, il y a des informations. C'est plutôt nous, syndicats, quand on est saisi, on renvoie vers elle en disant qu'elle existe. Et il y a une espèce d'appréhension qui dit oui, mais bon, est-ce qu'il y a une vraie confidentialité? Comment ça se passe? Ils ont toujours un peu peur parce que c'est en interne. Et donc ils ont toujours un peu peur de pouvoir vraiment parler librement, même si on leur explique que elle est là pour ça, pour les aider. Donc ils ont plus tendance à préférer nous parler à nous, alors on est aussi là pour ça, mais on n'est pas forcément les mieux armés. Donc oui, c'était juste pour vous dire qu'il y a une ambiance générale assez délétère, ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de turnover, beaucoup de burn-out. Alors après, c'est vrai que ça dépend aussi des groupes politiques et tout ça, et des députés, on est d'accord, mais il y en a vraiment... c'est assez impressionnant. Il y a un gros problème sur le temps de travail et sur la non-déconnexion. En fait, il y a eu une loi travail très claire sur la possibilité d'avoir une déconnexion. Et en réalité, dans ce métier, on ne peut pas se permettre de, le week-end, laisser son portable ou même en vacances. Ce qui peut ne pas poser de problème, mais qui peut poser problème pour certains. Voilà, donc ça c'est sûr. Il y a eu des efforts qui ont été faits donc, sur la définition des tâches, mais ça arrivait tard puisque la plupart des contrats ont été signés et qu'aujourd'hui c'est facultatif. Donc voilà, à savoir ce qu'il faut travailler plus en amont, revoir tout ça. Mais bon, il y a des premiers pas qui sont faits. Ah oui, et alors sur le temps de travail, il y a un truc qui m'avait marqué sur l'intranet.
il y a écrit, on peut prendre un CDD surcroît de travail. Je ne sais pas si vous avez regardé, c'est écrit comme ça, CDD, entre guillemets, surcroît de travail. Donc ça prouve qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à nos tâches, et même l'administration le dit, c'est pour un surcroît de travail, pour gérer quoi, ce CDD. Voilà, donc on voit que dans la terminologie même, c'est peut-être... voilà. Donc oui, nous, alors en fait, on est complètement d'accord, enfin la plupart ici, sur tout ce qui a été proposé par EFO. Hein. Clairement, une formation des députés, c'est une très bonne idée pour qu'ils soient peut-être plus sensibles à la question. Une information des collaborateurs aussi, voilà. Une inspection, ou un contrôle sur le travail, ça, ce serait formidable. Alors peut-être on peut imaginer une AI, une entité autonome qui puisse surveiller, ce serait peut-être ce qui est le plus pratique. Et enfin, l'idée, ce serait peut-être... Au Sénat, ils ont mis en place une cellule psychologique, avec donc un psy où ils peuvent y avoir accès. Alors le psy, on nous expliquait qu'il n'est pas au Sénat. Donc à la différence, justement, quand on nous dit la référente, elle est à l'intérieur, on a peur. Ben là, elle est extérieure, donc on n'a pas de problème à aller la voir, à prendre rendez-vous. Voilà. Merci. Très bien, merci. Pour l'instant, merci de respecter le temps. C'est très important. Alors, je voulais quand même préciser quelque chose, parce que sinon, après, je n'arriverai pas à le préciser. Je vous ai dit que c'était le troisième session du groupe de travail. Et ce sera sûrement la dernière, puisque le président Ferrand a décidé d'arrêter notre travail, le travail des groupes de travail, qui avait été initié par son prédécesseur, M. De Rugy. Sachez que je le regrette très profondément, mais c'est comme ça. Et donc, ça veut dire que c'est pas anodin ce que je dis. Ça veut dire que si vous avez quelque chose à dire, c'est le dernier coup. Voilà. Donc après, vous avez aussi des négociations avec l'association de députés employeurs. Je fais partie d'ailleurs du conseil d'administration. Mais là, sur ce groupe de travail, normalement, c'est la dernière session et je le regrette très profondément. Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation également et je profite d'être le premier à prendre la parole après ce que vous venez d'expliquer. Je pense que la CGT et puis les deux collègues qui n'ont pas pu le dire avant moi regrettent profondément, j'imagine, on s'associe tous, mais on regrette profondément l'arrêt du groupe de travail puisque ça permet quand même de se voir, de discuter, dans un cadre institutionnel un peu annexe à celui des discussions qu'on peut avoir dans le cadre avec l'association des députés employeurs. Donc effectivement, c'est fort regrettable. Effectivement, qui n'ont toujours pas reprise. Alors, au niveau de la problématique des risques psychosociaux, sur la question que vous avez posée par rapport à la cause, je n'étais pas là précédemment, donc je ne peux pas me prononcer moi vraiment sur le fait que ce soit une augmentation de l'activité de l'Assemblée nationale qui soit due à l'augmentation des risques psychosociaux, mais je pense que la pression est énorme du fait d'un anti-parlementarisme très fort qui donne une pression supplémentaire au travail que doivent mener de transparence, ce qui est positif dans un certain sens, mais qui donne une pression aux députés et donc, par ruissellement, sur les collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on voit les choses à l'avenir. Est-ce que on essaye de détricoter le système qui met en place les conditions parfaites pour les risques aujourd'hui, c'est-à-dire les conditions d'emploi dégradées, une organisation du travail qui est parfois fouillie du fait du calendrier, et des relations de travail qui peuvent être, selon les équipes de députés, complexes. Donc est-ce qu'on met en place les conditions pour détricoter ce système, et comment on le fait? Il semblerait qu'il y a un paradoxe, je pense, très important, entre l'opposition qu'on a en permanence et qu'on nous oppose en permanence en plus, entre le cadre d'emploi de l'Assemblée nationale qui est administratif, en lien avec l'administration de l'Assemblée nationale, et le travail au sein des équipes de députés, puisqu'on nous rétorque en permanence qu'il y a la sacro-sainteté de l'organisation interne des équipes de députés. Or, nous,
on ne peut pas être à l'intérieur de 577 équipes en disant attention, etc., c'est compliqué. Faites attention sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, l'absence de droit à la déconnexion, etc. Donc, je pense que le point fondamental, c'est de trouver comment sortir de ce paradoxe, puisque systématiquement, ce qu'on va imaginer, peut-être ce qu'on imaginerait tous ensemble, sera peut-être mis de côté en disant « Ah non, on ne touche pas, parce que ça, c'est la liberté d'employé, c'est la liberté de travail des députés vis-à-vis de leurs équipes. » Je pense que ça, c'est le plus compliqué à imaginer. Je vais essayer d'être rapide. La problématique en lien avec la référente harcèlement, effectivement, elle est, je pense, trop méconnue. C'est une très bonne chose qu'elle existe, que nous puissions y faire appel, mais il manque profondément de connaissances, et j'ai mené très rapidement auprès de quelques collègues un petit sondage, et une minorité seulement connaissait ça. Donc je pense que c'est assez délicat. Je pense, pour conclure, sur les risques psychosociaux, c'est que le travail qui est à l'Assemblée nationale en ce moment peut provoquer des épuisements, du stress, etc. Et que le droit à la déconnexion doit être aussi l'un des points fondamentaux de la réflexion qu'on a. Alors parfois, effectivement, très difficilement orientable, entre guillemets, avec les exigences dont on parlait précédemment, la transparence, le temps médiatique, etc., les réseaux sociaux, mais une exigence qui est quand même très importante pour ceux et celles qui souhaitent avoir une vie privée totalement déconnectée à certains moments. Voilà, c'est un peu fouillis, mais je vous remercie. Merci, Monsieur Desmarais. Monsieur de Chanterac. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer effectivement au remerciement de cette invitation et regretter avec vous que ces groupes de travail s'arrêtent. On avait vu notamment lors de la première session sur le statut des collaborateurs que les 19 points avaient été repris intégralement par le bureau, ce qui montre la qualité du travail qui était fait ici. Pour nous, c'est un peu aussi une interrogation sur la table ronde sur le handicap, puisque je crois qu'on avait formulé certaines propositions, recommandations qui sont un peu en cours d'eux. Et vous comprendrez que naturellement, cette table ronde nous interroge sur l'avenir des mesures, d'autant plus, je le soufflais à l'oreille de mon voisin, que pour l'instant, la négociation avec l'association des députés employeurs n'a pas reprise. Nous avons eu un petit peu, parce que nous l'avons provoqué, une réunion de travail avec le collège des questeurs, donc il reste encore pour nous beaucoup de points à clarifier sur un petit peu la gouvernance de qui fait quoi et comment les choses s'organisent. Voilà. Ceci étant, merci de nous donner l'occasion de parler de ce sujet qui est un sujet important. Vous avez normalement reçu la petite contribution en 5 points que la CFTC fait en appui. Pour nous, il y a un cycle vicieux, facteurs de risque, troubles psychosociaux, atteintes à la santé. Et en fait, il y a un proverbe un peu entre collaborateurs qui dit que quand ça va, tout va. Et donc, effectivement, vous êtes dans une relation de confiance, une relation de travail avec votre employeur. Votre famille, votre conjoint, vos enfants peuvent ne pas toujours comprendre, mais quand cette relation professionnelle fonctionne, vous êtes dans un rythme d'adrénaline. Dès que ça commence à être un peu compliqué, on s'aperçoit que petit à petit, tout se fragilise et tout s'effondre. Et en fait, c'est là vraiment qu'on s'aperçoit que depuis 1 année, 2 années, on était effectivement très stressé, beaucoup trop dépendant à des outils de communication en dehors des heures de travail, etc., dans un métier qui est bien différent effectivement de beaucoup de métiers où on ne peut pas se permettre de couper puisque l'actualité, les réseaux sociaux, la pression des médias arrive. Pour répondre à votre première question, oui, effectivement, la hausse de l'activité a eu une conséquence directe pour les collaborateurs. Je prends par exemple le cas des séances le week-end. La CFTC, mais comme d'autres organisations, s'était alarmée de cette situation, puisque un certain nombre de collaborateurs étaient requis sans bien sûr de régime particulier, mais au-delà de ce cas spécifique qui pour l'instant s'est interrompu, il y a très régulièrement, effectivement, vous l'avez rappelé, un travail nocturne, un travail le samedi pour déposer des amendements, des co-signatures qui, quand Eloi n'a pas fonctionné. Voilà. Nous avions proposé il y a déjà 1 an et demi, lors de la signature du premier accord, qu'on puisse envisager un cadre un petit peu d'astreinte, voilà, pour flécher des heures ou des créneaux qui seraient en dehors du temps de travail, et puis avec des régimes peut-être indemnitaires différents. Un point nous a été opposé un petit peu par le collège des questeurs quand on leur a parlé de la question du temps de travail, c'est la hausse du crédit collaborateur de 10%. Mais ce que nous avons, je pense, tous unanimement souligné depuis le début, c'est que vous pouvez augmenter un crédit collaborateur si cela n'augmente pas les salaires
ou n'augmente que ponctuellement des bouts de contrat, vous n'arrivez pas à trouver de manière voilà, certaine une solution. Il y a eu des aménagements, et ça, nous en avons conscience, notamment de fongibilité, de report de crédit qui sont censés aider les collaborateurs, mais on s'aperçoit qu'en définitive, les heures supplémentaires, qui sont au nombre de quelques milliers et pourraient poser des problèmes en cas de contentieux de droit du travail, ne sont pas payées. Il y a des primes qui viennent couvrir effectivement ces différences dont on s'interroge un peu du régime fiscal, ce qui n'est pas toujours évident. Je crois qu'il y a eu plusieurs courriers à l'administration fiscale pour savoir quel serait le régime pour les collaborateurs. Et beaucoup de temps partiel supplémentaires qui ont été recrutés, dont on voit effectivement que tous ne tiennent pas la route, d'un rythme un peu particulier. Quand vous avez 10 heures à l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous arrivez à articuler ça avec d'autres contraintes professionnelles? C'est très, très compliqué. Les fiches de poste, ma collègue de la CFE-CGC en a parlé. On a eu malheureusement des échos de collaborateurs qui ont présenté cette fiche de poste à des députés qui se sont tournés vers d'éminents responsables de l'Assemblée qui leur ont dit que c'était absolument pas obligatoire, qu'il fallait pas se formaliser avec ça, et que finalement, mais de l'autre côté, il n'y aura pas de problème. Pour nous, ça nous interroge dans cette démarche. Si on essaye de clarifier les choses et de sécuriser tout le monde, il faut à un moment que tout le monde joue le jeu. C'est exactement la même chose pour les conventions de forfait jour, puisque nous ne faisons bien souvent pas que 35 heures par semaine. La convention de forfait jour permet justement d'être une réponse un peu plus adaptée à ces contraintes. Et pour l'instant, on n'a pas non plus l'accroche dans les services administratifs. Pour répondre à votre deuxième question sur l'information très rapidement, beaucoup de collègues en fait connaissent la déontologue et la référente anti-harcèlement à partir du moment où ça va mal justement et où ils s'aperçoivent qu'ils sont dans une démarche au mieux de rupture conventionnelle, au pire de licenciement, mais tout est mis souvent sous le tapis. Un mécanisme de lanceur d'alerte pourrait être une bonne chose, un référent psychologue à l'extérieur pourrait être une bonne chose, et bien sûr une formation pour les députés employeurs rappelant les droits et devoirs comme on l'a mis dans notre contribution. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, avant de vous donner la parole, effectivement, augmentation, et ça c'était un des acquis du premier groupe de travail, plus 10%, donc plus 900 euros. Voilà, ça fait donc plus 900 euros. Alors, on peut, avec l'enveloppe que nous avons, embaucher plein de personnes au SMIC. Moi, je trouve qu'il y a une espèce d'honnêteté après intellectuelle de la part des députés quand on sait que vous allez faire, bien évidemment, beaucoup plus de 35 heures, vous employez au SMIC. Après, le matin, moi, je me rase aussi, donc je me regarde dans la glace. Il faut que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc à un moment donné, il faut un travail un travail énorme, il faut salaire... quelque chose, pas énorme, mais enfin, je veux dire, il faut quand même que ce soit en relation avec le travail que vous faites, que vous êtes en train de produire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'on a une enveloppe, après on la distribue comme on veut. Voilà, chacun voit. C'est une question d'enveloppe, hein, c'est pas une question de salaire. C'est peut-être ça aussi le problème. Vous savez, on a visité d'autres parlements, le Bundestag, le Parlement européen, c'est l'Assemblée nationale qui a la gestion des collaborateurs et qui dispose de plein de collaborateurs au début du mandat pour pouvoir choisir ou quoi, selon les tendances et tout, chacun fait ce qu'il veut, et à partir de ce moment-là, ça n'est plus dans une enveloppe collaborateur. C'est voilà, le salaire, il est défini, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être plus clair, je sais pas, j'en sais rien. De toute manière, voilà, en tout cas, je vous tenais quand même à le préciser. L'enveloppe, après, on fait ce qu'on veut de l'enveloppe. Voilà, moi j'ai décidé de payer honnêtement mes collaborateurs. Pardon, monsieur Sorana, pardon, excusez-moi. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vais profiter de la présence de la conseillère de Monsieur le Président Ferrand pour dire à quel point, pour nous, le fait que ces travaux s'arrêtent à partir de cette dernière audition sont un peu un chagrinement. Puisque, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses ont été faites grâce à ces auditions, grâce à ces interventions. Vous aviez repris un certain nombre de propositions que les différents syndicats avaient fait, donc à partir de là, il aurait été juste que ça continue jusqu'à 2022. Mais après, voilà, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, donc c'est avec regret que tout cela se termine. Concernant les risques psychosociaux qui concernent les collaboratrices et les collaborateurs parlementaires, je partirai d'exemples qui m'ont été donnés lors d'entretiens avec beaucoup d'entre eux. Il y a le stress avec le sentiment de ne pas atteindre les exigences demandées, qui est souvent cité. Donc c'est question des délais, des objectifs manquant de clarté, avec un député parfois qui change souvent d'avis, sans prise en compte de la charge de travail et de savoir si la demande est atteignable, et du temps qui est imparti pour pouvoir réellement faire le travail demandé.
Il y a les questions de surcharge professionnelle. C'est selon parfois les ambitions du député. Je vous épargnerai les exemples concernant certains députés qui auraient de grandes ambitions, parfois présidentielles, et qui demandent beaucoup à leurs différents collaborateurs, alors que ce n'était pas initialement prévu dans le contrat de travail qui avait été signé en début de mandature. Bon, j'espère qu'avec la fiche métier que nous avons mis en place, qui est malheureusement aujourd'hui facultative, nous puissions et que nous avions pu contribuer à ce que les choses changent dans le temps. Vous avez l'intensification des horaires, l'exemple même étant la période des discussions budgétaires, qui n'a jamais été jusqu'à parfois 1h du matin dans ces cas-là. La question des interruptions régulières. Certains collaborateurs me font part qu'ils doivent écrire un discours, en même temps tweeter et en même temps faire des réservations de visite. Ce qui, pour le travail et l'efficacité, parfois est compliqué pour eux. Et ce qui fait qu'ils restent jusqu'à très tard le soir pour pouvoir tout terminer. Concernant les violences commises, les questions d'harcèlement moral ou sexuel, cela peut être interne. Vous avez des exemples où des députés employeurs ou même des collaborateurs et parfois des agents ont pu être à l'initiative de cas de harcèlement moral ou sexuel. Je le précise très clairement. Vous avez aussi des cas externes où des collaborateurs se sont fait agresser après avoir divulgué la nature de leur métier. Depuis l'affaire Fillon, par exemple, vous avez parfois des petites blagues sur les emplois fictifs. Ça a l'air anodin comme ça, mais on part d'une fonction noble qui, au final, devient une forme de honte. Donc, le travail de la déontologue, dans ce sens, est très important. Dans les différents cas que je viens de citer. Vous avez les syndromes d'épuisement professionnel. J'ai eu le cas la dernière fois d'un collaborateur qui, parce que le service informatique n'avait pas pu régler des problèmes de messagerie, avait dû rester jusqu'à très tard le soir pour pouvoir reclasser tous ses mails. Alors, vous imaginez le nombre de choses que le collaborateur a déjà à faire. En plus de ça, s'il doit passer du temps à faire le travail du 16, ça peut être assez compliqué à ce moment-là. La question d'insécurité du travail. Combien de fois j'ai eu des collaborateurs parlementaires qui étaient en état de stress parce qu'ils avaient entendu dire que l'Assemblée nationale allait être dissoute. Vous imaginez ce que c'est après. Vous avez là des questions de la capacité à retrouver un emploi suite à dissolution. Cette question n'est toujours pas posée alors que les syndicats avaient demandé à ce qu'il y ait la possibilité de pouvoir avoir des passerelles avec la fonction publique territoriale, de pouvoir être mieux formés suite à ce type d'événements qui peuvent être traumatisants, il faut le dire, ou même le décès du député. On n'en parle pas assez. Ça peut être très compliqué. Bon, mes collègues ont déjà cité les questions de licenciement, donc je vais vous éviter cette partie-là, mais la question de la non-portabilité des droits reste toujours constante. Et la crainte constante est celle de l'après-Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites après ? Des collaborateurs de l'ancienne mandature n'ont toujours pas trouvé d'emploi. D'autres sont aujourd'hui dans la fonction publique, ont travaillé pendant 10 ans comme collaborateurs, mais sont toujours en échelon 1, parce que leurs droits ne sont pas reconnus. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur cette partie-là. Donc ces risques psychosociaux, des fois, peuvent donner des situations de manque de considération, par exemple, où l'état de pression fait que le travail avec toute l'équipe du député devient compliqué. Et c'est là que vous voyez des licenciements, et c'est là que vous voyez des ruptures conventionnelles. Donc, c'est des points qu'il faut vraiment prendre en compte. Je ferai un point spécifique sur les collaborateurs de circonscription, qui sont encore moins visibles que nous, dont nous avons peu d'informations et dont l'état des pressions, vous les connaissez en tant que député, est extraordinaire. Être collaborateur de circonscription, c'est parfois faire face au stress lié à la gestion des questions allant de la demande d'appui de dossier sur l'aide au logement, la place en crèche, et aussi les situations d'emploi de tel ou tel administré. Il arrive que des collaborateurs se fassent menacer alors qu'ils habitent dans la même circonscription, donc dans l'endroit où ils travaillent avec leurs députés. Imaginez voir la personne qui vous a déjà menacé dans la rue, etc. Garçon ou fille. C'est la même complication pour tout le monde. C'est une tâche immense et je pense aussi aux collaborateurs de circonscription ultramarine. Prenez l'exemple qui connaissent des difficultés liées à la géographie et à l'éloignement. Je pense notamment, par exemple, à la Polynésie, où sur une même circonscription, entre différentes îles, c'est des heures d'avion et des kilomètres parcourus. Donc,
ce travail devient parfois épuisant et même plus que compliqué. Donc il y a peut-être une vraie reconnaissance à faire sur ces questions pour les collaborateurs de circonscription. Vous savez, l'Assemblée nationale, je me plais à dire, c'est le cœur battant de la République. Nous, les collaborateurs, nous sommes un peu comme une de ces artères. Attention, trop de pression pourrait résulter en une insuffisance cardiaque et ce qui pourrait en résulter. À l'heure où il y a de l'antiparlementarisme qui continue à augmenter crescendo, les députés, aussi bien que les collaborateurs, je pense aussi aux sénateurs, mais bon, nous ne sommes pas là pour parler des sénateurs, subissent la même pression que tous. Et cette pression-là, à un moment donné, il faudra pouvoir l'évacuer, sinon je crains qu'on risque de terminer un mandat où on va se retrouver avec des collaborateurs complètement épuisés s'ils n'ont pas été licenciés avant même la fin de mandat. Par rapport à ce que vous disiez donc sur l'activité, les charges de travail, les changements de comportement, tout est lié à la nature même de la fonction. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, juste pour répondre comme ça, je réponds en même temps, hein, sur la responsabilité, sur la pression. Oui, bien sûr, il y a une responsabilité des médias, mais aussi d'autres députés qui mettent la pression sur d'autres députés. Vous savez que nous connaissons ça en ce moment sur des pressions ignobles venant de certains députés. Et moi, je suis outré que ça puisse se passer ici, dans l'ancêtre de cette institution, et qu'on a après déblatéré des insanités sur les plateaux télé. Ça, effectivement. Et donc, derrière, nous, il faut... Vous parlez de menaces. 5 de chez nous sont menacés de mort, d'accord? Moi, je suis menacé aussi. Donc, vous comprenez voilà. Donc, ça fait partie du RPS. On travaille aujourd'hui dans ce groupe RPS Harcèlement, des gens qui travaillent à l'Assemblée nationale. Excusez-moi, j'y travaille aussi. D'accord. Donc, voilà, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais seulement, après, il faut identifier d'où vient le harcèlement. C'est ça l'objet de notre groupe de travail. Alors, il vient aussi de nous, des députés. Il vient des médias, il vient voilà, de tout un système qui s'auto-alimente dans la bêtise. Voilà, merci. Madame Saint-Cernin. Merci, Monsieur le Président. Donc je voulais aussi m'associer à mes collègues pour dire que nous déplorons aussi chez Solidaires Assemblée nationale la disparition du groupe de travail. Je rappelle que le président de Rugy avait souhaité que ce groupe s'inscrive dans une démarche qui marquerait toute la législature. C'était ces mots. Et nous, on aurait aimé en particulier un suivi sur les conditions de travail, sur la négociation collective qui est au point mort, et aussi sur les problèmes liés à l'accessibilité. Donc c'est un gros problème et on ne comprend pas comment on va pouvoir suivre tous ces sujets qui sont vraiment très graves si on clôt aujourd'hui nos discussions. Donc concernant le surcroît d'activité, l'Assemblée nationale et les conséquences sur les risques psychosociaux, oui, c'est une évidence. Ça crée un stress, bien évidemment, chez les députés, chez les collaborateurs, des horaires terribles pour tout le monde, le stress des uns qui se reporte sur les autres, pas de déconnexion également, une fatigue terrible, donc parfois aussi un travail qui est peut-être moins performant, donc des reproches aussi qui sont fondés ou non fondés. Et donc, nous, ce qu'on déplore, puisque à Solidaire, nous avons 2 conseillers du salarié, donc nous pouvons assister les salariés en cas de rupture conventionnelle ou pour l'entretien préalable au licenciement. Donc, nous avons pas mal de remontées sur des collègues qui sont en situation soit de harcèlement, soit qui subissent des graves dysfonctionnements au travail, liés beaucoup à l'absence de communication, l'absence d'instructions claires, ces problèmes donc, de stress qui créent un ascenseur émotionnel dans un sens ou dans un autre, et c'est assez usant. Les équipes qui tournent, donc on embauche des nouveaux collaborateurs, on ne prévient pas ceux qui sont en place, donc ils craignent aussi pour leur propre poste, ils ne comprennent plus après les définitions des tâches, les missions, etc. Ça crée une insécurité qui est très grande. Ça déstabilise les collaborateurs. Il
il y a beaucoup de cas donc, de burn-out, de dépression. Ceux qui partent ne peuvent pas nécessairement retrouver un travail parce qu'ils ne sont pas en état psychologique de retrouver un travail. Donc c'est vraiment grave parce qu'ils perdent confiance en eux-mêmes. Ils sont déstabilisés, profondément déstabilisés à cause de tout ça. Donc effectivement, c'est très bien d'avoir... Et puis je voulais aussi dire que les collaborateurs de groupe qui, eux, ne sont pas pris en compte, par exemple, dans la négociation collective, vivent quand même la même chose et ils sont vraiment laissés à l'écart pour des raisons que l'on peut comprendre, puisque le groupe est une entité particulière, une association, etc. Mais sauf qu'on a l'impression que personne ne s'occupe d'eux. Donc ça, c'est un souci. Donc le rôle de la déontologue est effectivement très important, mais comme elle le dit elle-même, c'est un rôle de conseil et d'orientation. Donc en fait, on traite les conséquences. Et nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'on s'attaque bien évidemment aux causes. Et pour ça, deux choses, c'est informer bien sûr les collaborateurs, les former et informer et former les députés. Mais avec nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une formation en présentiel obligatoire et pas simplement un papier rappelant l'article tant du Code du travail qui pose une obligation de résultat sur la sécurité et la santé morale et physique des collaborateurs. Et sur également les problèmes, là on ne passe plus du code de travail, mais c'est le code pénal pour les cas de harcèlement, et avec une formation donc, qui identifie de façon très claire des situations très concrètes, ou des mots très, très concrets, où il y a des gestes qui peuvent être équivoques, il y a des gestes qui sont aussi très explicites, qui sont répétés. Le collaborateur est toujours dans un état de faiblesse, de doute. Est-ce qu'il va parler, pas parler? Comme on peut voir dans le rapport de la déontologue, il n'y a qu'une quinzaine de collaborateurs qui sont venus, et on ne sait même pas s'ils sont venus pour des causes de harcèlement ou autres. Ils sont peut-être venus parce qu'ils avaient une autre fonction, qui voulaient savoir si ça ne posait pas de problème de conflit d'intérêt. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle dit elle-même qu'il y a sûrement beaucoup plus de cas. C'est vrai que c'est très bien cette campagne qu'il y a eu dans les ascenseurs d'affichage, mais nous, ce qu'on attend, c'est vraiment de la formation au niveau des députés pour leur expliquer vraiment en présentiel ce qu'ils ont le droit de faire, de ne pas faire. Ça pourrait être quelqu'un qui vienne, un spécialiste qui vienne au moment de la réunion de groupe, là où il y a 90% des députés qui sont présents, ou par exemple entre 14h et 15h avant une séance de questions au gouvernement, pour être sûr de toucher un grand nombre de députés si on ne veut pas que cette séance soit obligatoire. Mais ça me semble fondamental qu'on explique très concrètement aux députés leurs obligations par rapport aux collaborateurs et les situations qui créent un profond malaise ou qui sont contraires au droit du travail et au droit pénal. Merci, madame. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes la première législature qui fonctionne sous la loi de la transparence de la vie publique. Et nous sommes encore sous une espèce de chape de plomb avec une opacité totale sur ce qui se passe dans cette maison. Et comme mes collègues, je regrette que ce soit vous qui nous avertissiez que nous en sommes à notre dernière réunion sur le harcèlement, qui effectivement, comme avait précisé le président de Rugy auparavant, devait se poursuivre tout au long de la législature. C'est fort regrettable parce qu'on en voit tous les jours en fait des cas de harcèlement. Enfin toutes les semaines en tout cas. On a parfois des cas très graves avec des gens qui ne sont plus en mesure de travailler derrière parce qu'ils sont totalement déstabilisés. On a des cas de santé, de détérioration de la santé mentale et physique qui sont avérés, donc c'est extrêmement compliqué. Et comme à l'Assemblée en particulier, on vit dans un vase clos, il y a beaucoup de non-dits. Donc ce manque de transparence sur ce qui concerne les collaborateurs est vraiment préjudiciable. C'est peut-être regrettable aussi, mais notre intersyndicale fonctionne très bien. Donc peut-être que c'est ça qui effraie, je ne sais pas. En tout cas, sur les ruptures conventionnelles, je ne sais pas s'il y a une augmentation du nombre de textes de loi, s'il y a une surcharge de travail. Je travaillais lors de la précédente législature, on travaillait beaucoup aussi. Donc je pense surtout qu'il y a eu de nouveaux députés qui ne savaient pas ce que c'était qu'être député.
et qui ont été élus sur le thème de la défiance du Parlement et qui sont arrivés parfois d'ailleurs avec les meilleures intentions du monde, mais avec la volonté de tout changer, en pensant qu'ils pourraient tout changer. Donc, et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'ils ne sont pas les seuls à fonctionner. Il y a 577 députés, il y a toute une administration derrière qui fait un travail remarquable, sur laquelle les collaborateurs peuvent s'appuyer, mais cette expertise-là, elle n'a pas peut-être été utilisée au départ de façon adéquate, puisque les députés ne savaient pas exactement s'en servir. Sur le harcèlement, le rôle de la déontologue est évidemment essentiel et il est évidemment insuffisant. Elle n'a aucun pouvoir en fait. Elle est là pour écouter, pour donner des conseils éventuellement. Le manque d'informations que nous, collaborateurs, on ressent fortement, elle le ressent aussi. Je l'ai rencontrée la semaine dernière, nous en avons discuté. Elle n'a pas d'informations sur le nombre de contrats qui ont été arrêtés avant la date prévue. Elle a en fait des petites informations parcellaires que nous, collaborateurs et membres de syndicats, nous pouvons lui apporter. Donc c'est évidemment incompréhensible qu'on arrête d'abord ces sessions sur le harcèlement et qu'en plus la déontologue n'ait pas ces informations, ni les syndicats. Donc voilà, moi j'ai eu des chiffres par la presse parce que c'est comme ça qu'on les obtient. Depuis le 22 juillet 2017, 38% des assistants qui étaient en poste ne le sont plus aujourd'hui. 38%. Moi, ça me fait bondir. Je ne sais pas dans quel autre secteur d'activité dans ce pays on a 38% des gens qui partent comme ça. 50% des contrats interrompus étaient inférieurs à 4 mois. Et la moitié des contrats interrompus ont une durée de moins de 3 mois. On parle bien de contrats interrompus, pas des CDD de 3 mois. On parle de contrats interrompus. Donc il y a un vrai souci qui, moi, personnellement, me dépasse. On fait ce qu'on peut, mais on est dans une détresse, nous aussi, en tant que syndicat. On ne sait pas comment aider ces gens-là parce que on a beau crier sous tous les toits qu'il y a quelque chose de pas normal, on nous entend, on nous écoute, on nous auditionne. Et derrière, on prend des décisions sans nous en avertir. Voilà, on est un peu laissé pour compte, quoi. Alors, j'avais un certain nombre de propositions, éventuellement. Donc, d'abord, pouvoir obtenir des données chiffrées de la part de l'administration, ça nous semble normal, quand on les demande de les avoir, et pas attendre 1 an, 2 ans, pour avoir des résultats qui ont 1 ou 2 ans d'ancienneté. Un bilan social. Un bilan social, on demande un bilan social. On souhaite que les médecins puissent rencontrer les collaborateurs, qu'on ait l'inspection du travail qui soit ici, qui puisse rentrer, qui puisse faire toutes les inspections nécessaires comme ça se fait ailleurs. Enfin, l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale et elle a un devoir d'exemplarité au plus haut niveau. Et elle a les moyens de le faire. Donc voilà. Il y a également le fait que le licenciement est assez facile, en fait, puisque lorsque vous licenciez quelqu'un, vous avez la possibilité de compter sur les deniers de l'Assemblée nationale pour payer tous les frais relatifs à la rupture. Donc, la piste qu'on pourrait explorer, c'est qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre de contrats, je ne sais pas, ça a déterminé, on pourrait peut-être prendre ça sur l'AFM, puisqu'un député, par exemple, qui s'absente 2 fois dans le mois à une commission est touché sur son AFM s'il ne peut pas justifier de ses absences, les cas de harcèlement sont un petit peu plus embêtants quand même. Donc, comme il ne se passe rien, il faut bien qu'on trouve quelque chose, quoi. Voilà, c'est une piste en tout cas. Il y a effectivement des décisions qui ont été prises sur les collaborateurs qui ont été faites absolument sans concertation. Il y en a 2 que j'ai en tête, hein, sur les collaborateurs bénévoles, le défraiement des collaborateurs bénévoles dont on ne sait pas qui sont, ça peut être de la famille, voilà, on peut avoir des dérives très claires. Ça a été décidé, il semble qu'on soit revenu là-dessus, mais en tout cas, on n'a pas été concerté avant, sans quoi on aurait pu éviter ce genre de situation. Et puis, il y a eu la volonté aussi de modifier les adresses mail des collaborateurs en fonction du nombre de contrats qu'ils avaient signés. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait été embauché 3 fois aurait eu son prénom, .nom, 3@clb-n.fr.
Voilà, donc on a écrit une belle lettre pour dire qu'on était un petit peu étonné de la chose, que c'était peut-être pas totalement légal. Et là aussi, on est revenu dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aux collaborateurs parlementaires et à leurs représentants avant de prendre des décisions ? Les corps intermédiaires, ils existent encore dans ce pays, donc on aimerait bien être entendu plus souvent. Et on aimerait bien aussi la reprise des négociations qui sont au point mort depuis le 12 décembre dernier, puisque nous ne savons toujours pas qui est notre interlocuteur pour les députés employeurs, puisque la présidente des députés employeurs est partie. Elle a quitté son mandat. Je ne sais pas, enfin, nous ne savons pas qui l'a remplacé ou pas. L'administrateur qui est chargé également, qui suivait le dossier, M. Bobchef, est également parti. On a un nouvel administrateur qu'on a rencontré à la Galette des Rois. On est très contents. mais enfin, voilà, tout se fait sur un petit coin de table quand on a la chance d'être à table. Sinon, ça se fait derrière nous. Et la principale avancée qu'on peut obtenir, c'est l'information et la transparence. Merci. Merci madame. Monsieur Pétriat est parti et pourtant il aurait vu qu'il avait sûrement raison quand nous sommes entrés dans cette salle. Je viens à nouveau d'apprendre quelque chose sur l'association des députés employeurs dont je suis membre du conseil d'administration, c'est qu'on n'a plus de présidente. Je ne savais pas. Merci madame de m'informer. Toi non plus ? Eh ben c'est super. Hein, voilà. Et Gilles aussi. Bien, très bien. Donc vous voyez, hein, il y a peut-être des problèmes d'information chez vous, mais chez nous aussi. Bien, alors nous allons continuer, Madame la rapporteure, et puis à la suite des questions de Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, vous, si vous voulez enchaîner derrière les questions de Madame la rapporteure, vous aurez donc pas mal de questions, et vous aurez un laps de temps, vous êtes beaucoup, vous avez vu, donc on va équilibrer un petit peu de manière à ce que vous puissiez tous avoir une réponse possible. D'accord ? Merci. Oui, moi je vais d'abord commencer par vous poser quelques questions suite à vos interventions. D'abord, tout simplement, je suis mon 3e mandat, donc j'ai une petite expérience de député employeur. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même fort la représentation syndicale. Hein. Vous êtes nombreux et vous êtes diversifiés. C'est quand même exceptionnel. Enfin, moi, je sais pas, il y a Janine et puis Gilles qui étaient avec moi depuis 2007, je crois. Peut-être avant, Gilles. Gilles, bien avant. Hein ? Ah, c'était pas 2007, toi, j'étais persuadée aussi. Donc, ah ben voilà. Je sais pas si j'irai. Allez, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bon, ça c'est une aparté. Donc l'idée c'est de vraiment de souligner ces représentants syndicaux et ce dialogue entre l'Assemblée nationale et les représentants des collaborateurs, ça me paraît très important. Moi, je vous le dis tout de suite, si je me suis investie beaucoup sur le premier rapport sur les conditions et le statut des collaborateurs, j'avais vraiment été choquée par rapport aux collaborateurs ici à Paris que je rencontrais très souvent, mais aussi les collaborateurs de ma circonscription, de mon équipe, qui avaient beaucoup souffert du Penelope Gate. Je vous assure que c'était très difficile pour eux. Et là, il y avait une forme d'agression des citoyens par rapport à leur salaire, par rapport, même qu'on essayait d'être très transparent, parce que de toute façon, tout le monde connaît l'enveloppe, et on sait qu'on n'a pas le droit à plus de 5 collaborateurs. Alors après, il y a toutes les nuances avec le turnover, le nombre de mois, les CDD, etc. Ça, je vous l'accorde, je vous ai bien entendu. Mais il y a quand même une réglementation. Parmi ce premier rapport, des 19 propositions, il y a eu des avancées. Maintenant, même si le groupe, je rappelle que ces commissions, que ces 8 groupes de travail à l'initiative de Ruggie, c'était essentiellement pour envisager une réforme de fond de l'Assemblée nationale, y compris pour les salariés, pour les collaborateurs. Nous, notre mission, c'était celle-là. On est là pour vous écouter, pour vous entendre et faire des propositions. Nous ne sommes pas, je répète, l'instance de dialogue. Il y a l'association des députés employeurs, il y a les questeurs aussi, qui sont aussi vos référents en instance de dialogue. Je dis ça gentiment, je vous le rappelle, et c'est dans les textes de l'Assemblée nationale. C'est important, parce qu'il y a des instances. Et nous, on est là pour regarder, bien entendu pour vous écouter, mais aussi faire des propositions pour améliorer la situation. Bon, dernièrement, j'ai découvert la fiche de poste. J'étais très contente, mais je rappelle tout simplement,
Alors, j'ai plus les 19 propositions par cœur dans la tête, hein, même si j'étais rapporteur. Il y avait, associé à la fiche de poste, on avait envisagé une grille de salaire. Ça aussi, c'est important. Alors maintenant, est-ce que la fiche de poste est utilisée? Moi, je l'ai découvert il y a un mois parce que j'ai recruté une nouvelle collaboratrice et les services financiers me l'ont remis. C'est intéressant, mais je vous avoue humblement, malgré que j'ai managé beaucoup dans une vie antérieure, beaucoup de monde, et c'est vrai que le management a toujours été... C'est pas facile, hein, et je pense qu'on a toujours besoin de formation. Jusqu'à la fin de sa carrière, on a besoin de formation en management. Mais cette fiche de poste, je voudrais l'analyser, la travailler, mais il manque aussi la grille de salaire derrière. Je rappelle quand même, parce que vous êtes probablement, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont fait 2 mandats, là, qui sont à leur 2e mandat. Il y a quand même quelque chose. Quand on regarde la fiche de salaire, et ceux qui en ont fait plus, il y a quand même la prime d'ancienneté, qui est un élément fort de la rémunération de nos collaborateurs. Non, mais je le dis parce que moi, je vois bien grimper. J'ai 2 de mes collaborateurs qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Donc, immanquablement, ça devient des salaires acceptables. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, est-ce qu'il faut renégocier autrement cette prime d'ancienneté, faire des propositions sur le sujet? Je dis pourquoi pas. Mais il y a quand même des outils qui existent et qui ne sont pas inintéressants. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais vous proposer mes questions classiques. Et je crois que c'est important qu'on puisse dialoguer là-dessus, qu'il est important effectivement qu'on se mette d'accord sur ces sujets. Alors, selon les chiffres qui m'ont été communiqués, on dénombrait au 1er janvier 1068 collaboratrices et 926 collaborateurs, sachant que les collaborateurs travaillant à l'Assemblée sont majoritairement des hommes, majoritairement 52%, et au contraire, ceux en circonscription sont plutôt des femmes, 58%. Mais je pense, mais peut-être allez-vous nous dire le contraire, que le harcèlement est majoritairement vécu par des collaboratrices. Estimez-vous que les RPS affectent différemment les assistants parlementaires selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes? Les solutions ne sont d'ailleurs peut-être pas les mêmes selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes. J'aimerais également vous entendre sur le point. Je vais encore poser une 2e question, Monsieur le Président, si vous le permettez. S'agissant des RPS, on nous a dit, lors de notre dernière table ronde au mois de janvier, que les principaux RPS étaient le stress, le burn-out, qui sont les conséquences d'une situation de travail. On évoquait des violences internes ou externes. Et je pense sérieusement, vous savez, à ces collaborateurs en circonscription qui viennent de vivre des attaques de permanence. Les députés n'étaient pas toujours là, et je dirais peut-être pas souvent là, et parce qu'ils étaient ailleurs, hein, en manifestation ou à Paris, et sûrement pas facile à gérer pour des collaborateurs quand il y a des attaques directes comme ça. Les intervenants ont alors insisté sur le problème de l'isolement au travail, sur le fait que le travail s'effectue de façon plus morcelée et davantage dans l'urgence. Ma question est donc la suivante. On ne peut pas supprimer totalement certaines contraintes du travail de l'Assemblée nationale, je pense notamment à l'urgence, mais d'après vous, peut-on davantage encadrer les relations députés-assistants ou réformer la procédure parlementaire afin de diminuer ces inconvénients et donc de diminuer par voie de conséquence les risques de RPS? C'est bien. Merci, Madame la rapporteure. Madame Dubié, avant de partir, peut-être une question. Et puis après, derrière, si vous voulez, mes chers collègues, posez des questions. Madame Dubié. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, je vais vous présenter mes excuses, mais j'ai une autre réunion à 14h et donc je vais poser rapidement mes questions. D'abord, vous dire tout l'intérêt de ces rencontres et de pouvoir échanger sur les conditions de travail. Je pense qu'il y a un élément qui n'a peut-être pas été cité. Pour avoir été chef d'établissement et avoir dirigé pendant 10 ans plus de 65 salariés, la particularité quand même de la relation employeur entre le député et son collaborateur, c'est aussi l'intimité et la proximité dans laquelle nous sommes en permanence. Et donc, le facteur humain, c'est-à-dire la relation de confiance, d'amitié parfois, qui est extrêmement importante. Et pour avoir eu une collaboratrice pendant 4 ans, je peux vous assurer que quand les choses, pour des raisons, là pour le coup dramatiques, se sont arrêtées, c'est aussi extrêmement difficile. Et c'est aussi tout ça, l'histoire des collaborateurs avec les parlementaires. Je crois en effet que vous avez raison, il faut l'organiser. On ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes soumis à une pression, mais la même à laquelle nous sommes soumis nous aussi.
Moi, je vois bien la différence entre le précédent mandat, 2012-2017, et ce mandat-là. Et pourtant, je ne suis pas dans la majorité. Mais on est aujourd'hui dans une accélération des choses, dans un jugement permanent. Et les modes de relation, c'est essentiellement de la vindicte et de la violence. Et ça, moi, ça me soucie énormément. Alors forcément que quand le député il est secoué, derrière, vous en... Alors, bon voilà, c'était juste pour situer un peu le contexte et vous dire les choses un peu rapidement. En tout cas, moi, si je peux émettre une opinion, c'est je souhaiterais que ce type de travail puisse continuer. Je regrette profondément que le président Ferrand y mette un terme. Voilà, et je souhaiterais que ce soit inscrit au procès-verbal de la réunion. Deux questions. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'établir une grille de salaire? Moi, je suis aussi très surprise qu'on n'ait pas de grille de salaire et qu'ils prennent en compte effectivement l'ancienneté, au même titre que ça existe dans la fonction publique, et je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas exister. La deuxième chose, c'est est-ce que, comme l'a dit notre président, d'être en fait salarié de l'Assemblée nationale et ensuite mis à disposition du député, est-ce que c'est une piste que vous souhaiteriez qu'on investigue davantage et qui vous intéresse? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Gélier. Madame Pitola, Monsieur Lurton. Non, pas de questions. Sans rien. Bon, très bien. Alors, on va passer aux réponses. Peut-être, Madame la rapporteure, une question supplémentaire? Oui, d'accord. Au rapport des 19 propositions, la proposition numéro 15, le groupe de travail a instauré le principe d'un entretien biennal entre le député employeur et assistant. Ce principe ayant été officialisé par une décision de questure du 15 mars 2018, savez-vous si les sujets des RPS ou éventuellement le harcèlement sont évoqués et ce qu'il en ressort? Néanmoins, avant ma question, j'aurais dû poser, y a-t-il des entretiens entre le député et son collaborateur? Après, on ira dans le détail. Bien, merci. Alors, on va recommencer comme ça. Alors, s'il vous plaît, vous essayez de partager le temps. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour laisser la parole à mes collègues. Donc, bien évidemment, on regrette la fin du groupe de travail. On le répète toujours que nous, les syndicats, on est là. Nous, on sait se défendre. On est là depuis longtemps, on connaît nos droits, on est solide, on sait se défendre. Mais nous, il faut bien comprendre qu'on se bat et qu'en plus de notre travail classique, on se bat pour la dignité des plus vulnérables, des plus faibles. Et on prend ça sur notre temps libre, parfois sur notre temps pro. Donc, c'est aussi pour ça que ça nous tient à cœur. On ne comprend pas forcément pourquoi l'Assemblée nationale et les groupes parlementaires ne comptent pas davantage sur les syndicats comme relais de gens qui savent comment ça se passe, de gens qui connaissent le droit du travail, de gens qui peuvent faire la médiation et le relais. Donc ça, pour le coup, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, depuis un certain nombre d'années, même si c'est de mieux en mieux, la technostructure de l'Assemblée nationale ne compte pas davantage sur nous. Oui, la représentation syndicale s'est enrichie en quelques années. J'avais la chance de faire en plus 6 mois en 2011, donc je suis là depuis vraiment quelques années. Mais on maintient, notre consultation est facultative. Le dialogue social, pour l'instant, ce n'est pas encore, n'existe pas encore à l'Assemblée nationale. C'est pas qu'il est en panne, c'est qu'il n'existe pas. Mais il y a des consultations, des dialogues. Donc, je continue. Oui, le Penelope Gate, j'étais dedans. On se l'est pris en frontal. Des journalistes appelés sur les postes pour demander si on était le fils ou la fille de notre parlementaire. Monsieur Lurton doit le savoir, j'avais l'honneur et la chance d'être le collaborateur de Catherine Vautrin. On se doute bien que je ne suis pas le fils de Catherine Vautrin. Donc, il faut au bout d'un moment que les gens fassent leur travail, journalistes comme citoyens. Oui, le management, malgré tout, il s'améliore. La portabilité, l'ancienneté, c'est très bien, mais la portabilité, c'est encore mieux. C'est encore très artisanal ici. Voilà, c'est de mieux en mieux, mais c'est de plus en plus, mais c'est toujours artisanal. Sur les risques psychosociaux hommes-femmes, oui, le harcèlement moral est tout à fait réparti également sur les hommes et les femmes, et le harcèlement sexuel, statistiquement plus, bien sûr. Sur les femmes, pour le coup, puisqu'on en est aux statistiques genrées, j'ai la chance d'accompagner énormément de collaborateurs qui, statistiquement, sont davantage avec des députés femmes. Je ne sais pas quoi tirer de cet enseignement, mais c'est un fait.
Voilà, c'est un fait. Oui, quel rôle pour les collaborateurs? Là, il y a eu une réunion de groupe où une députée a dit qu'elle s'est rendue à une manifestation Gilets jaunes avec son collaborateur en disant « Heureusement que mon collaborateur me servait de garde du corps ». C'est pas dans la fiche métier, un collaborateur n'est pas un garde du corps. Enfin, on le dit, il faut peut-être le redire, c'est peut-être pas naturel. Je parle souvent de l'inertie du travail parlementaire qui fait que parfois on oublie certaines choses, on est maladroit. Il y a un moyen très simple de lutter contre cette inertie, c'est de l'information, c'est de la formation, et c'est que peut-être qu'entre la présidence de l'Assemblée nationale et les questeurs et les députés, il y a un rôle peut-être plus important à jouer au niveau des groupes parlementaires. J'ai entendu qu'un groupe parlementaire, le vôtre, Monsieur le Président, faisait des formations pour les députés. Formation sexisme, formation RH. C'est merveilleux. Donc on appelle tous les groupes parlementaires à faire de même. Je continue et j'essaie de finir rapidement. Oui, je pense qu'il peut y avoir des échanges apaisés et éclairés entre collaborateurs et parlementaires. Je pense malgré tout que l'Assemblée nationale et donc les groupes peuvent avoir un rôle plus fort de médiation là-dedans. Sur la grille salariale, ça a été évoqué. Je vous le dis très sincèrement, personnellement, je suis contre une grille salariale à l'Assemblée nationale. Je suis contre parce que, comme je vous parle de l'inertie du travail parlementaire, l'inertie du travail parlementaire fera que je pense que globalement, les salaires seront tirés vers le bas. C'est mon avis, c'est mon expérience ici, je le pense. Qu'on prouve le contraire, j'en serais absolument ravi. Salariés de l'Assemblée nationale est mis à disposition des députés, alors ça, nous... On aimerait bien en discuter, mais je pense que les hautes instances de la technostructure de l'Assemblée nationale a dû faire un bond de quelques mètres lors de cette proposition. Donc, Madame Dubié, on sera ravis d'en parler avec vous. Et l'entretien biennal, je le fais avec mon parlementaire. C'est extrêmement utile. C'est même fondateur dans l'orientation professionnelle, l'apaisement psychologique, et peut-être l'organisation interne du cabinet parlementaire. Donc j'encourage tout le monde à le faire, c'est absolument fondateur. Je vous remercie, je laisse la parole à mes collègues. Merci, monsieur, madame Mock. Très rapidement, oui, les violences internes, externes très importantes. C'est vrai que les collègues de circonscription, on en parle très peu parce qu'on est plutôt parisiens, mais il y a un vrai problème. Hein, les permanences qui sont attaquées, les violences verbales des citoyens, surtout que on voit l'antiparlementarisme monter, mais c'est eux qui sont en fait en première ligne. Voilà. Et donc nous, on a des coups de fil, mais eux, physiquement, c'est très très dur. Et là, il y a un stress supplémentaire qui n'est pas du tout pris en compte, en tout cas. Pas forcément. Alors certains députés prennent les choses, appellent en disant il faut qu'il y ait des rondes de policiers, mais enfin c'est vraiment très dur pour eux, hein, enfin surtout en ce moment. Juste, j'irai vite sur la portabilité de l'ancienneté. Nous, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Ça permet d'avoir des collaborateurs seniors en plus de juniors. Ça me permettrait de contrebalancer avec le gouvernement qui ont des collaborateurs plus âgés. Enfin voilà. En fait, on n'aurait pas que On n'a rien contre des jeunes sortis de Sciences Po, c'est très bien. Mais voilà, ça permettrait à des gens de rester dans la maison. Et voilà, il faut les deux, exactement, il faut de tout. Et ça permettrait, parce qu'il y en a qui, c'est un vrai métier, on aime ce qu'on fait. Enfin, voilà, bien évidemment, on aime souvent le député avec qui on est, il y a de la proximité, il y a de l'affect, mais voilà, il y a aussi ce métier qu'on aime. Et, mais bon, à chaque fois, la portabilité de l'ancienneté, on nous dit, on va étudier la question. Voilà, à chaque fois, enfin, on nous a dit sous ancienne législature, on n'étudiera pas la question. On nous l'avait dit clairement. Ah oui, carrément. Et sous cette législature, on nous a dit, on va étudier la question de la faisabilité. Voilà, de la faisabilité. C'est-à-dire qu'on nous dit pas non, mais en gros, on verra peut-être en 2022 si peut-être on en discute. Alors qu'il y a un vrai besoin. Moi, la grille de salaire, je suis comme Mickaël. J'y crois pas parce que ça a tendance à tirer vers le bas. Après, pareil, si on arrive à trouver un mécanisme qui permet de ne pas tirer vers le bas, pourquoi pas. Mais quand on compare, les députés, quand ils comparent, c'est pas bon signe. Et salariés de l'Assemblée nationale, mis à disposition, ce serait l'idéal. Voilà. Bien, merci. Parce que c'est pas une utopie, hein, ou alors il faut traiter les gens du Bundestag d'utopistes, hein, et les gens du Parlement européen aussi. C'est comme ça que ça marche là-bas. Voilà. Monsieur Desmarais. Oui, je vous remercie. Alors, moi, je voulais rappeler quelque chose d'intéressant, parce que vous parliez d'utopie, et je pense qu'il faut mettre en perspective quelque chose, c'est qu'on a mis quand même à peu près, je pense, 8 mois de négociation pour une fiche de poste facultative. Donc, a priori, moi, je refuse effectivement, la réflexion est formidable, et moi, je suis très enthousiaste à l'idée des mots que nous échangeons, mais je pense qu'il faut prendre la mesure du drame que l'on peut vivre
les réflexions et la manière dont on peut noyer le poisson en permanence en disant bah non, c'est pas nous, c'est les questeurs, ah bah non, c'est pas les questeurs, c'est tel, un tel, etc. Et donc ce renvoi permanent nous voilà, fait perdre du temps, ou en tout cas en fait gagner peut-être à d'autres. Sur la question justement des futurs gros travaux, je parlais tout à l'heure de détricoter un système. Le système, on l'aborde depuis tout à l'heure, c'est d'une part, à mon avis, le temps de travail, qui était l'un des futurs chantiers de négociation que nous étions censés avoir avec l'ADE. Et la question, alors peut-être pas la formulation grille salariale, mais en tout cas salaire. Parce qu'effectivement, comme déjà la question de grille salariale, bon, mais la question des salaires pose question, et il faudrait en tout cas avoir une véritable réflexion en profondeur là-dessus, parce que à charge équivalente de travail et à stress équivalent, peut-être que le salaire devrait l'être également. Mais pour le moment, il faudrait ouvrir des négociations, ça j'en suis persuadé. Et je pense qu'avec une portabilité de l'ancienneté, grille salariale, enfin ou en tout cas salaire, et puis temps de travail, on aurait déjà un premier mécanisme pour attaquer les problématiques du risque psychosociaux à sa racine, de manière radicale au premier sens du terme. Voilà. Sur la question du facteur humain qu'évoquait Madame Dubié, je pense qu'il est effectivement on a des liens intimes avec nos députés, du fait on passe un temps considérable avec eux. Toutefois, et c'est là le problème, je pense, de cette maison, c'est que le facteur humain a tendance à passer devant le droit, et que comme on est amis, comme on s'apprécie, etc., et ben en fait, finalement, le code du travail, il est loin derrière. Et ça, c'est un vrai problème. Et de manière personnelle ou syndicale, on peut voir des députés demander des faveurs de travail, hein, j'entends, même si parfois ça dépasse, et ça c'est pénalement répréhensible, mais des faveurs au niveau du travail qui existent. C'est choquant. Enfin, c'est toujours parce que c'est sous le sceau de l'amitié. Voilà. Donc je pense que ça, il faut l'avoir en tête. Et encore une fois, je mets le paradoxe de la maison, c'est qu'on essaye de réfléchir à des choses, mais on ne sera jamais dans le secret des équipes parlementaires. Et donc il y aura toujours des problèmes, d'où le renforcement du droit. Voilà. Merci. Merci. Attendez, s'il vous plaît, Monsieur Chantorac, je vais vous donner la parole juste pour rebondir à ce que vous dites et pour rebondir aussi à ce qu'a dit Madame la rapporteure. J'abonde dans son sens. Nous sommes ici donc force de proposition et c'est très important. Mais malheureusement, c'est comme ça que c'est fait. Nous ne sommes pas l'endroit de la négo. Et là, l'endroit de la négo, je suis d'accord avec vous, vous cherchez le partenaire, en ce moment il n'existe pas. Non, partout, il y a des commissions paritaires où les choses se négocient. Et ici, il y a un problème avec cette situation et cet objectif qu'on devrait avoir partout. Voilà. Et la problématique, c'est qu'effectivement, Madame la rapporteure a raison, les questeurs détiennent les clés de la discussion. Là, effectivement, il y a une association des députés employeurs qui doit peut-être jouer son rôle d'interlocuteur dans une commission paritaire. Voilà, Monsieur Chantorac. Monsieur le Président, pour répondre à votre question, Madame la rapporteure, sur la grille des salaires, c'est un point qui, effectivement, devait être évoqué dans la discussion avec l'ADE. Mais comme nous n'avons pas de réunion de travail depuis novembre, que la réunion de décembre a été suspendue et que nous apprenons qu'il n'y a plus de présidente, voilà, on n'en a pas été informé, ce qui vous montre quand même un petit peu le respect des différents partenaires et acteurs. Pour l'instant, sur la grille de salaire, on ne peut pas se prononcer puisqu'on n'a plus du tout d'interlocuteurs. Déjà, on doutait un peu de la force des actes que nous pouvions avoir et réussir à établir. La CFTC, on a signé les 2 accords, donc on n'est pas dans un jeu de refus et de contestation. Mais voilà, aujourd'hui, on apprend qu'on n'a plus d'interlocuteurs du tout, donc c'est quand même un peu embêtant sur ce premier point. Pour répondre à la question de Madame Dubié, salariée de l'Assemblée, dont on est quand même attaché à la liberté contractuelle, c'est-à-dire que c'est quand même une fonction politique dans laquelle on demande aux collaborateurs de s'engager. Si on est aligné sur un statut de fonctionnaire qui entraîne de la neutralité, de la réserve et un certain nombre de contraintes, je pense qu'on va pas forcément renforcer le parlementaire qui est aussi là pour exprimer un besoin politique et quelquefois doit être un contre-pouvoir à une majorité parlementaire ou à un exécutif. Donc voilà, attention à ce que cette liberté-là ne soit pas complètement restreinte. Dans l'échange que nous avons avec les déontologues sur un code de déontologie, se pose la question de l'atteinte à la réputation de l'Assemblée, où ça commence, où ça se termine. Un collaborateur qui est en désaccord avec un parlementaire qui l'exprime fort respectueusement, si demain il est salarié par l'institution, est-ce qu'il pourra continuer à avoir un avis de citoyen public? C'est une question qui se pose. Voilà.
Donc, pour nous, c'est plutôt point d'interrogation. Juste trois autres questions peut-être. Avec ma collègue de l'UNSA, nous avions participé à une réunion avec l'AFNOR à propos d'un diagnostic de responsabilité sociétale qui devait être remis au président de l'Assemblée nationale en juillet 2018. Nous n'avons pas connaissance de publication de celui-ci. Est-ce qu'il y a dedans des éléments qui pourraient contribuer à améliorer les risques psychosociaux et la santé au travail et les conditions de travail? Je pense que oui, je pense que l'AFNOR est un organisme sérieux. Donc je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse avoir connaissance de ce document. Et puis, vous évoquiez, Madame la rapporteure, la question des interlocuteurs. Alors, nous avons réussi à avoir un petit peu dans la douleur une réunion de travail avec le Collège des questeurs, mais l'intersyndicale ici rassemblée a écrit au mois de novembre à l'intégralité des membres du bureau de l'Assemblée nationale, et y compris au président de l'Assemblée. Et visiblement, le courrier n'est pas arrivé. En tout cas, on n'a pas eu de réponse. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont en attente. Le sujet de la portabilité, de l'ancienneté, il a été évoqué, mais la portabilité et l'ancienneté, quand vous avez 1400 licenciements et que vous avez 192 collaborateurs qui reviennent, ils reviennent à zéro. Si demain on a une dissolution, est-ce que l'expérience accumulée depuis 18 mois pour des collaborateurs qui reviendraient sera maintenue ou perdue? C'est une question qu'on a posée à M. Bobchef à l'époque. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Nous, on est évidemment favorable à ce qu'on puisse gagner en technicité, et donc en expérience et donc en rémunération. Merci. Et les entretiens, pardon, Monsieur le Président, les entretiens biennales, pour beaucoup de parlementaires, soit ils ne savent pas que ça existe, soit pour eux, ça veut dire tous les 2 ans. Donc si c'était semestriel ou annuel, non, mais c'est vrai. Donc si c'était semestriel ou annuel, on gagnerait en clarté voilà, je vous l'assure. Vous ouvrez un Larousse. Bon, sinon, le truc, pour répondre sur l'employabilité par les structures, au Bundestag, les gens sont à disposition, les salaires sont négociés entre le député et les collaborateurs, et tous les collaborateurs sont de tous bords politiques et diversifiés. Justement, ce ne sont pas du tout des fonctionnaires. Ce ne sont pas du tout des fonctionnaires, mais il y a un centre de gestion. Voilà. Bien, alors, derrière, monsieur, peut-être, madame la rapporteure, vous voulez intervenir là sur quelque chose vite fait? Oui, simplement, on a longtemps... Merci, monsieur le Président. On a longtemps débattu, mais vous savez très bien, quand on est sur une fin de mandat, il y a une prime importante. Quelqu'un qui a été un collaborateur de 5 ans, à l'issue effectivement d'une élection, le député est battu. Alors, il faut savoir, est-ce que la difficulté, c'était de garder la prime et avoir la portabilité? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on redémarre le... Est-ce que je me fais bien comprendre, hein? Non. Après, alors... Monsieur Sorna, s'il vous plaît. Par rapport à ce que vous disiez concernant la portabilité et la prime, il serait intéressant d'avoir les deux. Il y a le licenciement. Il y a un licenciement. Il y a un licenciement et effectivement, il y a l'expérience. Le licenciement étant au moment où vous arrêtez ces 10 ans, 5 ans de mandat, vous avez la possibilité de rebondir et le temps de rebondir, avoir justement la possibilité de retrouver un emploi. Encore une fois, la difficulté avec tout ça, c'est qu'on a des collaborateurs qui travaillent à l'Assemblée nationale, qui emmagasinent un certain nombre d'années d'expérience, mais aussi des compétences qui, une fois les élections terminées, finissent. Soit ils se retrouvent dans des cabinets de lobbying pour ceux qui peuvent, soit ils retrouvent un emploi quelque part pour ceux qui ont pu, ou tout simplement, comme les cas que je vous ai cités, où des collaborateurs parlementaires étaient encore en train de chercher un emploi parce que Penelope Gate, parce qu'on pense qu'ils sont trop chers, etc. etc. Et il y a aussi la question de la démystification, encore une fois, de notre métier. Non. Donc, de la démystification de notre métier. Et je ne parle pas que d'avoir des éléments sur le site de l'Assemblée nationale. Il faudrait communiquer encore plus sur ce qu'est le métier de collaborateur parlementaire. Par rapport à ce que vous disiez, nous parlions des primes. Moi, ça me rappelle le report des crédits qui a été fait d'une année à une autre année. Et des collaborateurs parlementaires m'ont signifié qu'ils n'avaient pas eu de prime par rapport à cela. Est-ce qu'on a les éléments chiffrés des montants, des primes qui ont été donnés aux collaborateurs et combien de collaborateurs ont pu bénéficier de ces primes? C'est un point très important. Sur la question de Madame Dubié concernant
La possibilité d'avoir des salariés, collaborateurs mis à disposition, effectivement, et encore une fois, donnons à eux le choix. Certains collaborateurs parlementaires souhaitent, eux, avoir un mandat électif, député, maire, je ne sais pas, hein, comme le disait mon collègue de la CFTC, beaucoup sont militants. Mais d'autres font ça simplement parce que je sors de Sciences Po, je ne sais quelle école, c'était la première porte qui était ouverte parce que j'ai rencontré un député quelque part, je fais ça, le temps de trouver autre chose, le temps d'aller dans la fonction publique, le temps de passer des concours. Donc il faudrait peut-être voir quel serait le curseur et donner les deux possibilités aux collaborateurs, tout simplement. Et pour finir, vous aviez la question des grilles salariales. Effectivement, il faudrait faire très attention à cela, parce que si c'est pour faire pousser vers le bas le salaire des collaborateurs parlementaires dans le temps, à un moment donné, tout le travail que vous aurez fait pendant ces 1 an et demi ne servira à rien, puisque le but était aussi de pouvoir avoir une vraie reconnaissance, non pas seulement par rapport aux compétences des collaborateurs parlementaires, mais aussi par rapport au salaire, qui est quelque chose de très important. Parce que nous dire vous avez bien travaillé, c'est une chose, mais en vivre, c'en est une autre. Merci, Monsieur Charlin. Madame de Saint-Cernin, si on pouvait revenir quand même sur le harcèlement et les RPS, ça, merci. Donc pour me concentrer sur le harcèlement, vous posiez la question de savoir si ça touchait plus les garçons, les filles. Effectivement, on constate que pour ça, il y a une égalité de traitement, je pense, des collaborateurs, qu'ils soient garçons ou filles, et que les collaborateurs garçons se font aussi harceler sexuellement, alors que ce soit par des hommes ou par des femmes, donc par un député homme ou par une députée. Est-ce que si on répartissait mieux le travail à l'Assemblée nationale, ça diminuerait les risques? Je pense qu'il faut surtout mieux définir les tâches à l'intérieur des cabinets parlementaires pour effectivement, comme on disait, qu'on ne soit pas à devoir faire des tâches en même temps qui n'ont strictement rien à voir, où là on perd énormément de temps, parce qu'à chaque fois il faut se reconcentrer sur quelque chose, c'est absolument pas efficace. Sur la grille de salaire, donc je partage les réticences de mes collègues, parce qu'on a peur effectivement que ça puisse tirer vers le bas. La mise à disposition donc de collaborateurs par l'institution, oui, on pourrait voir si ce serait possible de faire effectivement les deux pour laisser quand même le choix aux députés. L'entretien donc bisannuel, on aimerait qu'il soit en fait au minimum annuel, hein, si ce n'est pas semestriel, enfin ce qui est vraiment un entretien régulier, parce que tous les 2 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que là, pour l'instant, a priori, on n'a pas encore eu, parce que ça ne fait pas encore 2 ans que nous sommes là. Et est-ce qu'on pourrait y parler des problèmes de harcèlement? C'est très compliqué de parler déjà, je pense, de l'organisation du travail, des instructions, etc. Donc, parler à son propre député, dire qu'on se sent harcelé, ou que s'il pose sa main sur la vôtre, on se sent mal à l'aise, ou ce genre de choses, c'est quand même extrêmement difficile. Je dois signaler également qu'il faudrait, lorsque le salarié est en situation de rupture de contrat, éviter de la part de la gestion financière également une certaine forme de harcèlement, c'est-à-dire une multitude de coups de fil pour savoir pourquoi il a un arrêt de travail, mais à quoi ça correspond, combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'il va reprendre le travail, etc. Je ne pense pas que ce soit des questions qu'on ait à poser aux salariés. Et j'espère également qu'au niveau de la gestion financière, les conseils du salarié n'auront pas un traitement préférentiel. Et je voulais apporter une petite précision en ce qui concerne le courrier que nous avions fait, l'intersyndicale, au bureau mi-décembre. Nous avons reçu une réponse, mais du collège des questeurs, disant qu'il ne comprenait pas, que ce n'était pas lui l'interlocuteur. Effectivement, ce n'était pas lui l'interlocuteur, donc ce n'était pas lui dont on attendait une réponse. On attendait une réponse du bureau, que nous attendons toujours, donc 2 mois après. Superbe méthode. Non, après. Juste pour rappeler quelque chose, biannuel. Biannuel, je crois, je viens de regarder, et je pense que c'est 2 fois par an. C'est tous les 2 ans. Alors, biannuel, fait ou événement qui se produit au rythme de 2 fois par année. Ah, c'est biennal alors.
Alors c'est biennal, parce que biannuel, ça veut dire ça. Hein. Voilà. D'accord. Très bien. Donc c'est... Ok, très bien. Madame Morne, si vous le voulez. Alors, on va aller peut-être directement sur le harcèlement. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec plusieurs de mes collègues, comme quoi ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et les situations sont aussi dramatiques chez les hommes que chez les femmes. Et les femmes députées sont peut-être plus problématiques que les hommes députés, quelque part. Je ne me l'explique pas, mais bon, c'est un fait. En tout cas, la majorité des cas que j'ai, les problèmes sont posés dans le cadre d'employeurs qui sont des députés femmes. Sur la réforme du rythme de travail de l'Assemblée nationale, il y avait eu un questionnaire qui a été envoyé aux députés il y a quelque temps de ça. On n'a toujours pas de réflexions qui ont été, enfin, à ma connaissance en tout cas, qui ont été émises sur ce point. Moi, je remarque qu'on a changé en fait la fonction de député en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de cumul des mandats, ce qui est une bonne chose pour que les députés puissent se concentrer sur leur mandat de député. Et on reste sur le même rythme que lorsqu'ils cumulaient plusieurs fonctions. Donc c'est un peu embêtant, avec des 3 séances par jour, dont une qui commence à 21h. 21h, 1h du matin, quand vous commencez à 9h30 du matin. Enfin, vous pouvez potentiellement faire des horaires assez élastiques. Vu qu'ils ne cumulent pas, il y a peut-être moyen de faire en sorte que ça s'étale davantage du lundi au vendredi et qu'on n'ait plus ces séances de nuit. Sachant que le soir, on est peut-être moins efficace aussi pour travailler. Donc, bref. Sur les grilles de salaire, eh bien, en fait, on devait commencer la discussion le 12 décembre dernier. On a eu cette réunion d'urgence qu'on a obtenue avec les questeurs, mais qui sont venus à la place, en fait, des réunions qu'on devait avoir sur les salaires. Donc, et depuis, on n'a toujours pas de date, donc on attend. Mais on est preneur parce que là-dessus, j'ai pas une opinion forcément arrêtée, mais c'est vrai que il faut veiller à ce que ce soit un plus et pas à ce que ça devienne une contrainte supplémentaire pour les collaborateurs. Sur les primes d'ancienneté, Madame Maquet, je vais vous surprendre. Je suis là depuis novembre 2008. Je n'ai pas de prime d'ancienneté. C'est-à-dire que j'ai été employée par un député. Ensuite, le député n'a pas été réélu. J'ai été employée par un groupe parlementaire. Et je suis maintenant avec un député. Donc, voilà. Donc, j'ai 10 ans d'expérience à la trappe par rapport aux primes d'ancienneté. Voilà. Bon, c'est mon petit cas, c'est pas très grave, mais je pense pas que je sois la seule. Voilà, mais en tout cas, c'est révélateur du fait que s'il n'y a pas d'automaticité et qu'il n'y a pas de prise en compte réellement de l'ancienneté des personnes, sachant que je crois qu'il y a une discussion qui a été menée sur la portabilité entre une prime d'ancienneté qu'on pourrait avoir si on vient du Parlement européen et qu'on vient à l'Assemblée nationale. Bon, là, étant dans la même maison, je trouve un peu bizarre de devoir faire le grand écart. Enfin bref, pourquoi pas, hein, je ne suis pas contre la portabilité entre 2 institutions différentes, mais qu'on s'occupe déjà aussi de ceux qui sont dans la même maison depuis 10 ans. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est pour ça, il n'y a pas d'incompatibilité, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus abouti au niveau de la réflexion sur ce sujet. Soit on enterre complètement, soit on fait vraiment les choses, quoi. Sur le harcèlement, la déontologue serait extrêmement intéressée à l'idée de pouvoir auditionner les députés dont on remarque un mouvement un peu inhabituel au sein de leurs équipes, de façon anonymisée, pas forcément en public, mais pour savoir un petit peu quels sont le ressenti du député ou de la députée, également des équipes qui sont encore là. Parce qu'elle n'a pas ce genre de choses. Et ça permettra, en fait, lorsqu'on rencontre, nous, un collaborateur qui ne va pas bien, si la déontologue rencontre le député juste après, on ne va pas forcément améliorer la situation du collaborateur. Alors que si on le fait sur des bases très pragmatiques, vous en êtes à votre 9e, votre 10e licenciement en 18 mois, il y a des cas. Hein. Ce ne sont pas des chiffres sortis nulle part, oui. Oui, en 18 mois. Voilà. Dans ces cas-là, vous pouvez très pragmatiquement dire à la personne « j'aimerais bien vous rencontrer, savoir ce qui va pas dans votre méthode de travail, si on peut vous aider. » Enfin, voilà. Donc, ce serait intéressant que son périmètre soit un petit peu élargi. Et on serait tout à fait d'accord. Peut-être aussi avec des équipes qui vont avec, j'imagine. Bon, après, c'est à elle d'en discuter.
Il y a aussi quelque chose à voir par rapport au traitement préférentiel des députés que moi j'ai pu constater sur des différents cas. Une administration qui est censée être neutre ne l'est pas totalement, et je pense qu'il y a une formation à faire au niveau de l'administration aussi. J'ai eu le cas par exemple d'un collaborateur avec lequel ça se passait mal dans son équipe, et en fait il était avec sa députée, je ne sais plus, et le parlementaire donc a téléphoné à l'administration en demandant à avoir une conversation à 3 par téléphone sur les motivations, sur les modalités du licenciement. C'est-à-dire qu'ils ont donc passé au téléphone un coup de fil sans se voir, tous ensemble, l'administration, le collaborateur, le député. Or, le rapport de force est plutôt vers le député, non pas vers le collaborateur. Et ça aurait été un bon réflexe de la part de l'administration de demander à les voir séparément. Voilà, donc, mais j'ai eu ça plusieurs fois, donc, enfin 2 fois, pour être très précise. Donc voilà, il y a une formation des députés, des collaborateurs, mais aussi de l'administration à avoir. Bien, merci, Monsieur Sorana. 22 secondes. Voilà, et après, Monsieur Lurton, parce qu'il avait demandé... Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, ça prendra bien moins que 22 secondes. Nous parlions tout à l'heure là de l'importance d'utiliser les connaissances des syndicats, le fait que nous sommes en lien avec les collaborateurs, le fait que nous sommes en lien avec les agents, le fait que nous connaissons à peu près le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pourquoi, et j'ai mis juste une hypothèse qui va peut-être m'attirer les railleries de mes collègues, mais pourquoi ne pas imaginer une représentation au sein des instances même de l'Assemblée nationale par les syndicats? Alors, je ne parle pas de la possibilité de parler, mais déjà d'avoir les informations, ce qui nous éviterait, à vous déjà d'apprendre que, par exemple, la présidente de l'ADE s'en va et que nous, les négociations ou les auditions s'arrêtent tout bonnement. C'est un exemple. Bien, merci Monsieur Sorana. Monsieur, cher collègue Lurton. Merci, Monsieur le Président. Juste une observation sur la réflexion que vient de faire Madame concernant la liaison, cumul des mandats et durée des séances. Je n'ai pas le sentiment que la suppression du cumul des mandats ait modifié quoi que ce soit dans la durée des séances. J'ai l'impression que les séances, elles sont longues parce que les textes sont longs, parce que le nombre d'amendements est très important, parce que les députés discutent beaucoup. J'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas plus de députés en séance qu'avant. Je vous le dis comme je le pense, pour y être tout le temps. Et donc, si vous voulez, moi, je ne trouve pas que le cumul des mandats ait modifié grand-chose dans cette situation, quoi. Les députés qui avaient le choix, qui faisaient le choix de ne pas être très présents, ils sont toujours aussi peu présents. Ça me paraît, voilà, je ne vise personne, mais c'est, voilà. Je tenais à le dire parce que personnellement, moi, je trouve qu'on, enfin, mais alors, c'est plus le problème de cette réunion, je le dis quand même, je trouve qu'on a beaucoup perdu à ne plus pouvoir cumuler les mandats. Voilà, mais c'est mon point de vue. Merci. Alors, comme nous sommes nombreux, un petit mot de conclusion chacun. Vous êtes 8. Je pense que une petite précision, d'accord, de Madame la rapporteure. On a bien entendu, et le dernier témoignage sur la portabilité, c'est vraiment clean. Ce que je voulais quand même évoquer, c'est on avait travaillé beaucoup aussi dans le rapport sur la formation. La formation alors des collaborateurs pour qu'ils deviennent de meilleurs professionnels, et on a tous besoin de formation. Vous avez parlé de la formation des députés. Moi, je pense aussi, et dans l'esprit du rapport, c'était ça, c'est de former le cas échéant les collaborateurs, en sachant que il y a, à l'issue des 5 ans, il y a souvent l'issue. Et si un collaborateur, il veut en faire 5 ans, 10 ans d'expérience d'assistant parlementaire, il peut le faire, mais qu'il ait les moyens et que l'Assemblée nationale l'aide et le soutienne pour préparer son avenir. Hein. Moi, je l'ai vécu avec une de mes collaboratrices, ça s'est très bien passé. Bon, et moi, j'ai 2 assistants en circonscription. Je leur dis, c'est mon dernier mandat, il faut vraiment, il y en a un qui fait HEC, l'autre qui est en train de faire une formation. Il faut que nous, les parlementaires employeurs, nous puissions les aider et les soutenir pour qu'ils puissent se fermer pour leur avenir professionnel. S'ils veulent rester collaborateurs, ils restent collaborateurs, mais s'ils envisagent. Et dernier point, et après je ne parle plus, Monsieur le Président, c'est que même si la commission s'arrête,
même si les commissions s'arrêtent sur le sujet, on s'était engagé sur le premier rapport, sur le deuxième rapport, à faire des évaluations. On l'a fait, on vient de le faire ici avec quelques échanges. Moi, je tiens à proposer effectivement qu'il y ait des séances d'évaluation pour les 2 rapports qu'on a assurés l'année dernière. Merci, je suis tout à fait favorable à cette suggestion. Alors, une petite minute pour chacun, parce qu'après nous avons donc, vous le savez, les QAG. Voilà. Alors, Monsieur Lévy, sur le harcèlement, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, ce sera extrêmement rapide. Sur le harcèlement, comme sur le reste, mais effectivement sur le harcèlement, on tient fermement à un principe tout simple, c'est que la loi soit respectée là où la loi se fait. La loi se fait à quelques mètres d'ici, on aimerait bien qu'elle soit respectée autant qu'elle devrait être respectée dans le reste du pays. Deuxièmement, si le groupe de travail finit, on espère que la prochaine solution qui sera trouvée intégrera la représentation de collaborateurs parlementaires. J'ai pu lire un article de presse comme quoi la prochaine organisation du travail a été acceptée par l'intégralité des présidents de groupe. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai. J'espère que chaque président de groupe qui a accepté cette nouvelle organisation, en tout cas c'est l'article de presse qui le relate, prendra en compte la participation des syndicats représentatifs et non représentatifs des collaborateurs parlementaires. Merci à vous. Alors moi, en ce qui concerne les informations, vous m'avez compris. Hein. Donc, alors, mais Madame Mock, pardon. La même chose, la même idée. Hein. Il faut le respect du Code du travail. En fait, la plupart du temps, il y a les moyens de faire respecter. Et en fait, non, il y a les règles et ce n'est pas respecté. Voilà, c'est là tout le problème. Merci, Madame Mock. Monsieur Desmarais. Oui, je vais être extrêmement bref également. Je pense qu'il faut être un peu plus virulent contre le harcèlement. C'est nécessaire d'aller plus loin et plus fort pour lutter contre des cas qui sont extrêmement nombreux et probablement de plus en plus nombreux. Et donc pour éviter une hécatombe d'ici 2022 psychique et même personnelle, il va falloir que tout le monde, députés, administration et collaborateurs, puissent évoluer fortement et tous ensemble pour aller au-delà de ce problème-là. Ok, merci. Juste une incise. La problématique, c'est la connaissance de savoir ce qu'est un harcèlement et ce qu'est un RPS. Et donc, je pense qu'en la matière, la formation des députés est plus qu'envisageable. Je pense qu'elle devrait même, à un moment donné, devenir sur une semaine obligatoire. Voilà, parce que il se passe des choses où les gens n'ont pas conscience des actes qu'ils sont en train d'effectuer, quoi. Voilà. Et puis d'autres n'ont pas conscience qu'ils sont en train de subir un harcèlement aussi. Ça aussi, ça existe. Donc voilà. Monsieur de Chanteurac. Président, effectivement, respect du Code du travail. On l'a vu sur les bureaux, par exemple, l'espace normalement pour des collaborateurs, c'est 10 mètres carrés. On en est loin. On en est loin. Formation, oui, mais aussi fidélisation. Et la fidélisation, c'est le cas de notre collègue de l'UNSA. 10 ans, pas de prime d'ancienneté. Évaluation des mesures de 100% d'accord. Et je pense qu'on sera tous prêts à y contribuer également dans un format ou dans un autre. Et puis enfin, vous avez donc la contribution de la CFTC qui reprend un certain nombre de choses. Merci, monsieur. Monsieur Sorana. Très rapidement, ce sera en 3 mots, respect, constance et humilité. Donc respect du code du travail. Nous sommes à l'endroit où nous fabriquons la loi, donc à un moment donné, il faut pouvoir nous aussi, nous-mêmes, députés ou collaborateurs, pouvoir la respecter. Sur la question de la constance, à un moment donné, nous avons eu des acquis, grâce à ces auditions par exemple, grâce aux négociations que nous menons avec les syndicats, sur le harcèlement, sur un certain nombre de choses. Il faut que ça continue et que nous augmentions les acquis dans le temps et qu'elle ne change pas avec les différentes mandatures ou les différents changements de majorité. Et enfin, l'humilité. Rappeler aux députés, aux responsables de l'Assemblée nationale qu'à un moment donné, eux comme nous, un mandat électif, ça se termine à un moment donné. Et ils auront aussi des conclusions et un certain nombre de choses sur lesquelles il faudra répondre s'il se trouvait que des harcèlements étaient effectués ou un certain nombre de maltraitances vers les collaborateurs étaient effectuées. Voilà, merci. Ok, merci, monsieur. Juste encore à nouveau une petite incise. Vous avez tous raison sur la loi. Mais vous, votre constitution au niveau des corps intermédiaires aussi, quelque part, c'est la convention collective. Hein. Je dis ça, je dis rien. Madame Laurence de Saint-Cernin.
Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la rapporteure, pour cette proposition de séance d'évaluation qui sont vraiment indispensables. Donc, juste pour rappeler, donc, effectivement, les deux choses importantes, c'est au niveau des collaborateurs, qu'ils aient conscience donc, de ce qui peut être juste un dysfonctionnement par rapport à un harcèlement, mais aussi qu'ils aient les armes pour remédier aux deux types de situations. Et la même chose au niveau des parlementaires, et qu'ils aient conscience aussi des ravages que cela crée dans une vie juste d'être humain que d'être traité de certaines façons. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec vous. Madame Morne. Je reviendrai effectivement sur le fait que le respect du Code du travail s'impose ici aussi. Et il y a plusieurs points qui ont déjà été évoqués, mais que je rappelle peut-être sur le fait que l'inspection du travail à l'Assemblée nationale devrait pouvoir rentrer tout simplement. Ce serait déjà un bon point de départ. Une mise à disposition de l'équipe médicale, éventuellement des conseils en droit, sur le droit du travail pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent être sécurisés en cas de problème. Il y a également une nécessité d'informer davantage, ce que je disais tout à l'heure, on ne dispose pas des données du bilan social, par exemple, à l'Assemblée, donc ce serait quelque chose d'intéressant et qu'on le fasse de manière régulière et qu'on l'obtienne juste naturellement. Et sinon, effectivement, sur le périmètre d'action de la déontologue, de faire en sorte qu'elle puisse non seulement auditionner les personnes, mais qu'on puisse avoir un coup d'arrêt à ce sentiment d'impunité qu'il y a à harceler sans avoir de problème derrière, avec notamment une prise en charge par le député lui-même du licenciement à partir peut-être d'un certain nombre de licenciements. Voilà. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Quelque chose à ajouter pour finir? Très bien. Bien, Mesdames et Messieurs, merci pour ces échanges constructifs et j'espère à très bientôt.